Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. À quasiment la veille des fêtes de fin d'année, on va s'intéresser à l'image du Made in France à l'étranger. Quelle image les consommateurs étrangers ont-ils de ces produits fabriqués en France? C'est à cette question que l'enquête commandée par CCI France et réalisée par l'Institut Opinion Way en octobre 2024 a cherché à répondre. Ça a été publié au moment du salon du Made in France, c'est ce grand moment qui rassemble tous ces entrepreneurs qui font le pari du produire en France. On va en parler. Alors c'est le point de vue d'Allemands, d'Américains, de Chinois, d'Italiens. On en parle tout de suite avec Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Alain. Bonjour. Alors un mot rapide peut-être déjà sur... En général, vous faites des études sur la perception qu'ont les Français du Made in France. Là, Oui. C'était la perception des étrangers du Made in France. Oui, parce que pour être tout à fait franc, on a fait les deux. Ah. Il y a 2 ans, on avait fait la perception du Made in France par les Français. Et puis on réfléchissait, on s'est dit, mais au fond, les Français, c'est bien, mais ça représente 3% du potentiel mondial de consommateurs. Et on s'est dit, regardons l'international. Et ce qu'on a fait, on a interrogé nos plus grands consommateurs de produits industriels, de produits alimentaires, donc que sont les Chinois, que sont les Américains, les Allemands et les Italiens. Et on a pris un panel de milliers de concitoyens, de citoyens de ces pays-là, et on a regardé ce qu'ils pensaient de nos produits. Donc c'est une étude qui a été réalisée via des sondages Internet. Oui. Pendant une semaine en octobre, à peu près 1000 personnes dans chaque pays. Oui. Alors, d'une manière générale, comment ce Made in France est-il perçu? Est-ce qu'il a une bonne image? Il a une super image, et ça, alors vous savez, nous on est très proche du Made in France, parce qu'on fait du Made in France. Et on n'attendait pas des retours comme ça. Alors, une superbe image de marque. Et on est venu qualifier qu'est-ce qu'on trouve de bien dans nos produits. Et le premier élément, c'est la qualité. Les 2 tiers nous disent vos produits sont des produits de qualité. Au même niveau, nous disent que nos produits sont plutôt positionnés moyen haut de gamme. D'accord. Et ce qu'on voit aussi aux alentours de 40% des personnes qu'on a consultées et qu'on a interrogées, c'est des produits innovants et un petit peu moins des produits dits durables, c'est-à-dire qui s'inscrivent bien dans l'environnement. Voilà. Et donc on s'aperçoit qu'on est sans doute dans l'environnement parmi les meilleurs au monde, mais on le dit pas assez. Et donc ça veut dire que ces produits sont plébiscités. Mais ils ne sont pas surtout portés par ces produits de luxe, la gastronomie, la maroquinerie, enfin, c'est nos ambassadeurs à l'étranger. Alors après, qu'est-ce qu'ils consomment? Voilà, quels sont nos plus grandes, nos consommateurs, qu'est-ce qu'ils consomment le plus souvent? Effectivement, en premier, c'est l'alimentaire, les vins et les spiritueux. D'accord? En ce compris la pâtisserie, bien sûr, hein, c'est partie de l'alimentaire. Ensuite, vous avez la cosmétique, qui fait partie des produits les plus consommés. Et après, effectivement, vous avez à la fois la maroquinerie et la joaillerie qui sont des produits les plus consommés. Mais on oublie les avions, parce que là, on avait interrogé bien sûr des concitoyens, des personnes donc comme nous, je dirais. On n'a pas on parle pas de interrogé des l'industrie, on était entrepreneurs vraiment particulièrement. Mais dans ce périmètre-là et dans cette segmentation-là, effectivement, l'alimentation est tirée vers le haut, mais pas que de l'alimentation de luxe. Ouais. Alors il y a 2 marchés qui plébiscitent le plus massivement les produits tricolores. La Chine, 97% de la population sondée a consommé déjà du Made in France, et l'Italie. Voilà. Ça vous a étonné alors, la Chine? Alors l'Italie, compte tenu de mon nom, ça ne me donne pas trop, mais la Chine, ça a été un grand étonnement. Premièrement, c'est à la fois l'étonnement et l'espérance, si vous voulez, parce que ça représente 1,5 milliard de consommateurs. Et on a été très étonnés, parce qu'on a bien sûr questionné toutes les catégories socio-professionnelles, d'accord? Et donc, effectivement, quasiment 100% ont consommé du produit français, mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est que presque 40% en consomment périodiquement. Et effectivement, l'Italie plus proche de nous. Les Américains sont très proches de nous aussi. Et ce qui nous a été impressionné aussi, c'est que quand je reviens à ce qu'on trouve dans nos produits, les Allemands disent en premier, c'est la qualité. Voilà. Et donc vous imaginez, quand on parle de Deutsche Qualität, que vous avez entendu dans toutes les publicités, ils voient nos produits français comme étant des produits de qualité. Et donc ça a été aussi une source d'espérance de notre côté. Puis j'imagine que c'est encourageant pour nos entrepreneurs qui ont envie de s'exporter. Quand on voit le contexte actuel qui est quand même assez anxiogène, récession en Allemagne, tension protectionniste aux États-Unis, c'est une manière de dire finalement à toutes ces entreprises, mais attention, on a une belle image, il faut capitaliser là-dessus. Après, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a Notre-Dame de Paris qui va sûrement aider aussi. On a eu pas mal de coups de projecteur ces derniers mois, ces dernières années.
Ah oui, alors ça donne évidemment une belle trajectoire pour nos producteurs pour s'exporter, étant entendu que ce que nous dit l'enquête aussi, c'est qu'on en veut plus, mais peut-être on reviendra là-dessus, on veut plus de produits français. Donc ça veut dire que... De la part des Chinois, des Italiens, des Américains, des Italiens, des Allemands. Ah oui. Ils nous disent, bon, ce qu'on a questionné, on veut plus de produits français. Sur leur marché, c'est-à-dire qu'en fait, on ne nous voit pas assez sur leur alors, marché. Alors ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne vous voit pas assez. Quand on voit assez, il n'y en a pas assez. Et quand il y en a assez, il n'y a pas assez de diversité. Vous voyez, donc ça veut dire on veut du Danone et du Yoplait, et c'est ceux qui nous manquent. Alors, et pour l'anecdote, les Chinois nous disent on aimerait bien qu'il y ait moins de droits de douane sur vos produits. Ce qu'on répond aux Chinois, c'est que ça ne vient pas de nous. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison, si je reviens sur l'international, qui était le point de votre question, l'international, pendant un certain nombre d'années, ça a été du chiffre d'affaires, de la croissance, des marges, des fois supérieures, qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est aussi dérisquer son activité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, plus on assoit son activité sur un grand nombre de pays, moins on a le risque pays unitaire, donc à considérer. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire voir à nos amis français, c'est que quelque part, et encore plus aujourd'hui, si vous voulez, l'international, c'est aussi une source de sécurité et non pas une source de risque. Comment la CCI peut-elle justement aider les entreprises françaises à mieux exploiter cette image positive du Made in France à l'international ? Alors déjà, si vous voulez, nous, il faut en parler. Et merci de cette invitation, parce que, vous savez, les Français, contrairement aux Américains, on est beaucoup dans le faire. Je ne dis pas que les Américains ne font rien, mais il y a quelque chose qui est aussi important que le faire, c'est de faire savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il était important pour nous de faire savoir nos produits, mais aussi de faire savoir à nos Français. On est trop timide. On est trop timide par rapport à notre communication, par rapport à ce que nous faisons. Et donc, le premier point, c'est de donner confiance en nos Français dans la capacité à faire et à faire savoir. Et puis après, c'est pragmatique, vous savez, on les prend par la main. Donc on fait partie d'une belle équipe, de l'équipe de France de l'export, qu'on appelle la Team France Export. Et donc on amène chaque année donc des entreprises à se préparer, parce que n'oubliez pas que pour exporter, il faut être déjà fort sur son territoire, des produits qui sont bien prêts pour aller à l'international, et après on les amène sur des opérations à l'étranger. Tout ça avec BPI, Business France. Il y a un accompagnement qui est réalisé régulièrement pour pouvoir permettre à ces entreprises d'avoir les codes à l'étranger également. Voilà, vous avez raison, parce que l'étranger, c'est aussi culturel. Vous savez, quand on parle de l'étranger, on dit comment réussir à l'étranger. En plus, celui qui en parle a un peu réussi. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais donc, puisque j'étais implanté avec mon entreprise dans 22 pays dans le monde, vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on gagne ? C'est qu'il y a une destination compatible avec un produit, compatible avec une entreprise. Et l'entreprise, c'est quoi ? C'est la culture. Voilà, la culture du pays. Ça veut dire, si vous voulez adresser le marché, par exemple, allemand, et que vous n'avez pas cette culture germanophone, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous voulez adresser l'Asie ou la Chine et que vous ne comprenez pas cette culture asiatique, ça ne marche pas. Et donc c'est vrai qu'on a des formations techniques qui préparent les produits, mais pour beaucoup, si vous voulez, c'est préparer l'entreprise, ce choc culturel qui dit qu'on ne salue pas un Américain comme on salue un Chinois, on ne fait pas les mêmes affaires, on est fait de la même façon, et donc c'est ce qui fait qu'on peut être, comme on dit, successful, non. Ouais. Donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont envie de s'exporter, les codes, on les a justement en se faisant accompagner avec la CCI France, avec, vous avez évoqué la Team France Export, Business France, enfin, il y a plusieurs organismes. Finalement, la France est assez riche pour ça, pour entourer ces entrepreneurs et les aider à faire le grand saut. Bah écoutez, si je regarde uniquement les chambres de commerce sur l'accompagnement des entreprises, chaque année, on accompagne 1 140 000 entreprises. Ouais. D'accord, 1 140 000 entreprises, sur de la création d'entreprises, sur de l'investissement, sur de l'international. Et en termes de succès, on a un retour est-ce qu'on a une idée ? Ah oui, je vais dire très simplement, sur les entreprises qu'on a accompagnées plus généralement sur plein d'opérations. Ça peut être le verdissement de leur économie, de leur activité, etc. Ou la croissance qu'on peut avoir, ou les acquisitions. Sur les entreprises qu'on a accompagnées en 2023, il y en a 68% qui ont lancé une opération de transformation qui a donné plus de chiffre d'affaires, plus d'emplois ou plus d'investissements. Et chaque année, on produit avec Opinionway une analyse donc de la création de valeur faite par l'accompagnement de nos chambres de commerce. Voilà. Donc le premier réflexe qu'on doit avoir, et je ne parle pas que des chambres de commerce, c'est faites-vous accompagner. On a la chance d'être dans un pays où il y a une aide, un service public à l'entreprise. Il faut en profiter parce que à 90% c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et sachez la chose suivante, c'est qu'une entreprise accompagnée a 3 à 4 fois plus de chances de réussir qu'une autre.
Alors, on arrive à la fin, on est dans ces fêtes de fin d'année. Vous êtes très présent également au salon du Made in France. On sait à quel point vous ne cessez de prôner le commerce de proximité. On va en parler avec Thibaut Garnier juste après, qui est pâtissier chocolatier. Ça, c'est important que les Français aient conscience de l'importance d'acheter sur le territoire. Oui, parce que si vous voulez... On est tous très fiers de notre système social, de notre sécurité, de la sécurité sociale, de la police, d'être un pays dans lequel il fait bien vivre. Parce que moi, j'ai vécu dans plusieurs pays dans le monde. Enfin, je me suis séjourné pas mal de mois. On réalise qu'on est à l'extérieur de ce qu'on a ici. Et bien, tout ça, si on veut le garder, il faut consommer français. C'est qu'on n'a pas toujours conscience dans l'acte d'achat sur le territoire ce que ça implique en termes de sécurité sociale, en termes de vivre ensemble. Enfin, tout un système qui est... C'est la vie. On ne consomme pas. Et souvent, on le voit, vous savez, dans les petits villages, dans les bourgs. On n'achète plus aux commerçants, au dernier commerçant, il ferme et la vie est terminée dans ce bourg-là. Voilà. Donc, je leur dis la chose suivante. Si vous voulez garder ce pays tel qu'il est, consommez français. D'autant plus consommer français, c'est bon, c'est beau, c'est de la qualité. Et évidemment, c'est contextuel. La période de fin d'année, pour beaucoup de commerçants, c'est entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, consommez français de grâce, consommez proximité, allez dans vos rues, allez dans vos centres-bourgs, vous allez voir le bonheur de nos commerçants et la qualité de nos produits. Tous nos artisans dans les quartiers, pour gagner ce dynamisme. On a eu des entrepreneurs qui sont venus ici, qui nous ont dit, mais nous, si on passe pas Noël, s'il n'y a pas assez d'achats au moment des fêtes de Noël, on meurt. C'est-à-dire qu'on ne sera pas là en 2025. Voilà. Et ça, c'est pas possible. On veut pas que nos commerces meurent. Vous savez, moi, j'ai eu un travail dans le domaine de l'informatique. Et on me disait, mais pourquoi tu es si proche des commerçants ? Parce que quand je voulais ramener quelqu'un sur mon territoire ou dans un pays où j'étais implanté, il regardait le salaire, il regardait la qualité du travail, mais il regardait la vie aussi. Et le commerce, c'est quoi ? C'est bien sûr du chiffre d'affaires, c'est bien sûr de l'emploi, c'est de l'attractivité, c'est du lien social, c'est de la vie. Et le commerce fait faire du business. Donc c'est pour ça qu'il faut le préserver chez nous. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI France. On va se quitter un court instant et on se retrouve justement avec un commerce de proximité, Thibaut Garnier, pâtissier, qui va exalter nos papilles. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français autour de ce Made in France vu à l'international et les commerces de proximité. Oui, on sait à quel point cette période de l'année est très importante pour nos chocolatiers, nos pâtissiers. On en parle tout de suite justement avec Thibaut Garnier. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Thibaut Garnier. Bonjour. Alors vous êtes un jeune pâtissier passionné. Alors ça m'épate. Vous êtes passionné par la pâtisserie depuis l'âge de 10 ans. Mais qui sait ce qu'il veut faire à l'âge de 10 ans ? Et vous, à la bec sucré, dès l'âge de 10 ans, vous saviez que vous iriez dans le domaine de la pâtisserie. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire de la pâtisserie comme tout le monde, à faire un gâteau au chocolat. Et puis après, j'ai commencé à me dire, c'est bien de faire un gâteau au chocolat, de faire un flan. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Comment on peut s'exprimer ? Mais à l'âge de 10 ans, moi, je le mange, ce gâteau. Mais je ne me pose pas d'autres questions. Il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont s'exprimer avec de la littérature, avec de l'écriture, des choses comme ça. Donc c'est votre moyen d'expression pour vous à l'âge de 10 ans ? Mon moyen d'expression, c'est la pâtisserie. Ça aurait pu être autre chose, mais j'ai besoin de créer. Et aujourd'hui, effectivement, oui, c'est la pâtisserie, la chocolaterie, mon moyen d'expression. Alors, vous êtes issu d'une famille de pâtissiers, chocolatiers ? Est-ce que c'est un savoir-faire qui existait déjà dans la famille ? Alors, oui et non, parce que moi, mon grand-père était boulanger-pâtissier, mais il a revendu la boulangerie juste avant ma naissance. Donc moi, je n'ai jamais connu la boulangerie. Mais pendant les fêtes de famille, à Noël, pendant les galettes, c'était toujours lui qui faisait la bûche, qui faisait les galettes. Mais voilà, maman, papa, pas du tout, effectivement. Pas du tout. Mon père était militaire, officier de gendarmerie, donc rien à voir. Il faut de la rigueur aussi, quand on travaille dans la gastronomie. Ma mère était mère au foyer, mais c'était pas du tout ce qu'on peut appeler un cordon bleu. Et encore moins sur la partie pâtisserie. Elle va être contente si elle écoute l'émission. Alain Di Crescenzo, président de la CCI France, nous disait tout à l'heure l'importance de cette période pour les commerces de proximité. Oui, c'est très important parce que, en fait, les fêtes de fin d'année, c'est des moments où les gens consomment avec générosité pour offrir aussi bien une boîte de chocolat, des choses comme ça, qu'aussi bien une bûche pour un repas de famille. Et aujourd'hui, de consommer localement dans un commerce, c'est aussi bien faire vivre effectivement le commerçant, mais en tout cas, enfin du moins chez moi, de faire vivre aussi les agriculteurs. On est tout le temps en train de dire on soutient les agriculteurs en permanence.
quand on entend les grandes surfaces faire de la publicité pour des produits qui viennent de l'étranger, sur des produits... Des pâtisseries congelées, en fait, qui sont effectivement juste décongelées. Même sur des matières premières. Ah oui. Regardez les clémentines. Les clémentines, quand vous voyez déjà de la publicité dans des grandes surfaces au mois de octobre, en fait, la clémentine de Corse, c'est pas avant le mois de novembre. Donc, des fois, il vaut mieux attendre 15 jours, 3 semaines. Et c'est ça, aujourd'hui, en fait, que les gens viennent chercher chez le petit commerçant, c'est d'acheter que nous, on ait cette éthique au maximum d'acheter des produits de qualité et, a fortiori, majoritairement français. Ouais. Alors, vous êtes formé auprès des plus grands pâtissiers, Christophe Felder, pour ne pas le nommer, à l'âge de 15 ans, qui vous repère. Ensuite, Vincent Guerlet, le président des Relais Desserts, qui rassemble l'élite mondiale, attention, de la haute pâtisserie française, qui est nantais. Ensuite, vous passez par les grandes maisons, la grande épicerie. C'est un peu, dans ces métiers de l'artisanat, on retrouve un peu ce compagnonnage, aller se former auprès des plus grands, faire son tour de France, des meilleurs savoir-faire. En fait, c'est un petit peu comme la pâtisserie, pour moi, c'est un peu comme une maison de couture ou une maison de parfumerie. C'est-à-dire, déjà, un client, quand il pousse la porte d'une pâtisserie, il y a un style, il y a une façon de travailler qui va être différente d'une maison à l'autre. Et de la même façon que pour s'habiller, on va pas forcément toujours s'habiller chez l'un ou chez l'autre. Ou alors, on peut des fois faire des infidélités. Et pour moi, la pâtisserie, c'est de la même façon. Et le fait d'avoir... moi j'ai toujours eu en tête de faire des boutiques différentes parce que j'avais toujours cet objectif de m'installer. Aujourd'hui je suis une petite maison, mais j'ai vu des petites maisons, j'ai vu des grandes maisons, comment elles ont évolué, même après mon passage. Et c'est ça moi qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment on peut amener un confort de travail en entreprise, aussi bien avec de la mécanisation, effectivement, mais sans toucher à la qualité du produit, sans que le client s'en aperçoive. Et c'est ça qui est important. Et après, suivant les maisons, on a aussi des styles différents, aussi bien au niveau de la pâtisserie qu'au niveau du packaging. Et tout ça est important aujourd'hui. Comment vous définiriez votre signature, alors aujourd'hui, avec l'atelier Thibaut Garnier? Oui, alors, j'aime pas trop définir mon travail parce que c'est plutôt large et global, mais j'ai un client qui m'a fait un compliment une fois et qui m'a dit que mon style, c'était élégant et raffiné. Ouais, et j'aime bien cette définition-là, parce que moi j'aime pas... On retrouve la haute couture, ce que vous disiez, exactement. La parfumerie. Moi j'aime le côté de finesse dans un gâteau. Moi je travaille vraiment comme un parfumeur, c'est-à-dire qu'il y a toujours une note de tête, de cœur et de fond dans un gâteau. D'avoir un goût brut dans une pâtisserie, tout vanille, tout chocolat, ça m'intéresse pas vraiment. C'est pour ça que vous avez souhaité vous mettre à votre propre compte, après de passer aussi par des grandes maisons où il y a aussi des Madeleines de Proust. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grands standards qui reviennent régulièrement. Peut-être qu'en termes de palette de créativité, aujourd'hui, vous avez le champ libre. Ah je suis complètement libre. Après, c'est le client qui va dire si ça fonctionne ou pas. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va faire 1 an que l'atelier a été créé, a été ouvert. Et en fait... Ce que je vois, c'est que plus je m'éclate dans les mélanges de parfums et même des choses, des fois, qui me paraissent complètement rebutantes, je me dis pour le client à l'achat, par exemple pour Pâques, j'avais fait une charlotte au chocolat et au foin. Au foin, dès la première semaine, ça a cartonné. C'est pas le mot foin qui a vraiment freiné les clients. Au mois de septembre, j'ai fait en petite série... et je me suis fait même disputer par les clients parce que je ne l'ai pas fait très longtemps, une tartelette que j'ai appelée Or Noir, qui était à base de vanille et d'olive noire, avec de l'olive noire de nuance. Et c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on se dit, on va marquer olive noire sur l'étiquette. Est-ce que le client il va pousser la porte de la boutique pour l'acheter, ou est-ce qu'il va être buté et se dire, ah ben non, moi j'achète pas ça. Mais c'est devenu votre signature, justement, c'est-à-dire créer des saveurs qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Alors du coup, en termes de bûche de Noël, c'est quoi votre conception de la bûche de Noël pour cette année? Alors, cette année, déjà, je change mes gâteaux vraiment avec toute l'année. Il n'y a qu'un seul gâteau qui reste là, vraiment, mais les 12 mois de l'année, c'est le gâteau au chocolat et fleur de sel, le fleur de chocolat, qui est à base de chocolat qui vient du Venezuela, à 72%,
avec une pointe de fleur de sel à l'intérieur. Ça, il est décliné en bûche. Ça, de toute façon, je suis obligé de le faire. C'est l'intemporel. C'est l'intemporel parce que sinon, je vais me faire disputer par les clients si je l'arrête. Après, il va y avoir la bûche canauge, qui est un gâteau qui est à base de cardamome, de rose et d'orange, avec une petite marmelade d'orange à l'intérieur, qui est travaillée vraiment sur des notes indiennes. Il faut savoir que canauge, c'est le Grasse de l'Inde, en fait. Il travaille de façon ancestrale la rose de Damas, qui à l'origine était une rose indienne. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de travailler sur ces notes-là. Et du coup, là, je travaille vraiment avec une rose de Damas. Et là, on voyage, du coup. Et là, on voyage, exactement. Rappelez-nous rapidement, vous êtes dans le 15e, c'est ça? Dans le 15e, c'est ça, aux 2 rue Pétel, pas très loin de la mairie du 15e. Merci encore, Thibaut Garnier, de nous avoir mis vous. l'eau à la bouche. Merci. Belle fête de fin d'année également. Belle fête de fin d'année, Alain Di Crescenzo. Merci à vous deux. Merci à vous. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut, alors suite du reportage que vous avez réalisé à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et oui Nathalie, souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait connaissance avec Philippe Giraud. Il fait partie de ces 2000 femmes et hommes qui ont participé à l'une des plus grandes restaurations de patrimoine que la France ait connue. Lui est compagnon tailleur de pierre et je lui ai justement demandé si le geste du tailleur de pierre d'aujourd'hui est le même qu'au XIIe siècle ou s'il a fallu le redécouvrir. Le geste, on l'a jamais perdu. Depuis le Moyen-Âge, on a les mêmes outils. Ce qui change simplement, c'est la percussion se fait maintenant, se fait avec de l'air comprimé. Donc c'est des petits, on imagine un mini marteau-piqueur très précis qui permet d'utiliser avec des outils qui ont le même tranchant, exactement qu'un outil manuel, d'aller un peu plus vite. Simplement, je suis peu favorable à trop d'utilisation des machines. C'est pas propice à ce que le métier soit constructeur pour l'humain. Pour l'être humain, c'est plutôt destructeur de pas mal de choses. Et surtout, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'à Notre-Dame, on a eu la volonté de l'architecte de ne pas faire travailler les robots, la robotique, qui maintenant est capable de faire des copies de statues. Et donc, on a eu un atelier où la taille de pierre s'est vraiment faite dans... Mis à part le côté de la percussion pneumatique, c'est fait dans exactement les mêmes conditions, les mêmes gestes que ceux du Moyen-Âge. Et de temps en temps, bon, ça c'est un peu mon dada, on pourrait dire, je privilégie le fait de travailler sans machine, sans électricité, de travailler vraiment à l'ancienne, ce que je fais d'ailleurs à 90% à mon atelier pour mes autres clients. Alors j'ai une question concernant la pierre, d'où vient-elle? J'ai posé la question à Philippe. En fait, c'est une pierre calcaire, le calcaire lutétien. Et au Moyen-Âge, comme le transport coûtait cher, on allait le chercher dans le sous-sol de Paris. L'équivalent pour Notre-Dame du XXIe siècle, ce sont des pierres qui sont extraites de 2 carrières qui sont au nord de Paris. Et j'ai appris qu'une fois que ces pierres ont été travaillées, on va leur donner une sorte de patine avec de la chaux et des pigments qui vont la griser pour ne pas qu'elle soit trop blanche à côté des pierres anciennes. Et je propose maintenant d'aller voir de plus près ce travail de Philippe sur ces fameuses pierres. On est devant le transept nord. Le transept nord a beaucoup souffert de l'incendie puisque tout le pignon, toute la pointe du mur et les 2 tourelles qui l'encadrent ont été entièrement démontés et entièrement refaits. C'est-à-dire que la rosace qu'on voit là, les quadrilobes, les éléments, les sortes de trèfles qui sont en triangle autour, sont des pierres neuves, taillées complètement à neuf. Et je suis intervenu sur les frises, c'est-à-dire la succession d'éléments décoratifs végétaux qui sont sur les rampants, c'est-à-dire les pentes du toit, et qui vont être sous une corniche qui va faire la jonction avec la charpente. Est-ce qu'on peut décrire cette frise pour les auditeurs? C'est une alternance de feuillage en quinconce qui ressemblerait un petit peu à des feuilles de lierre. Dans notre métier, les feuilles qui sont plus saillantes et plus en hauteur, on appelle ça des crochets qui retournent un peu sur elles-mêmes en relief, étaient en alternance avec des feuilles plus plates, positionnées à la base. Et voilà, donc ça donne un effet de guirlande quelque part en pierre. Et ce travail a pris combien de temps? Le travail de sculpture en
dans son ensemble a pris 3 ans sur Notre-Dame. Pour ma part, je suis intervenu au long d'une année et demie sur des périodes plus ou moins courtes, allant d'une semaine à 15 jours, 3 semaines. Une dernière question, vous parliez tout à l'heure de challenge. Quel a été pour vous le plus gros défi sur ce chantier? Le plus gros défi sur ce chantier, ça a été de gérer mon planning. Les maçons attendaient nos pierres, les charpentiers attendaient les maçons, donc on ne pouvait pas se permettre d'accumuler des retards puisque ça crée un décalage en cascade sur tout le chantier. 5 ans, c'est court pour un tel chantier. Je parle pas seulement du travail sur la pierre, je parle de l'ensemble du chantier. Oui, le chantier s'est fait dans un temps vraiment assez record puisqu'on n'a pas simplement réparé les dégâts de l'incendie, on est allé beaucoup plus loin. Tous les systèmes électriques refaits, tous les éclairages refaits, les systèmes de chauffage, enfin c'était une rénovation de fond en comble qui a été permise parce qu'il y avait ce financement inattendu et exceptionnel au niveau international. En fait, il faut savoir qu'il y a eu des équipes entièrement dédiées au phasage et à la gestion des calendriers pour arriver à tenir les délais. Merci beaucoup Thibaut. Alors, il y a une sorte de suspense à la fin de cette phrase. Ça tombe oui, bien. mais il y a une suite. Cette phrase attend une suite. Dimanche prochain pour la suite et fin de ce reportage. Et avant de conclure cette émission, toute l'équipe, Thibaut le French Trotter ou encore Anthony à la réalisation se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Profitez de ces moments précieux avec vos proches et que cette période festive vous apporte le bonheur, la paix, la chaleur. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour et même radio. Bon dimanche à tous. Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.